Bonjour à tous, me voilà revenue parmi vous pour lire aujourd'hui des extraits du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal, parce que je sais qu'il est au programme du bac cette année et que donc vous savez les bacheliers, vous avez à lire l'extrait que vous avez à expliquer pour l'oral. Voilà. Alors il n'y aura peut-être pas d'oral, hein, on ne sait pas, mais il vaut mieux préparer et puis voilà, il vaut mieux savoir lire correctement les choses. Donc moi je fais ça en toute modestie, hein, je suis complètement incapable de vous fournir des explications sur le rouge et le noir. Pour ça il faut aller voir vos cours évidemment. Il y a aussi des sites assez intéressants que j'ai découverts, par exemple le Commentaire Composé. Alors, il y a un super résumé, puis des analyses, et puis sur toutes les œuvres du bac. C'est Amélie, je crois, qui s'appelle la dame qui fait ça. C'est vraiment très intéressant, c'est passionnant, on comprend bien. Enfin bref, c'est pas du tout pour faire de la pub, hein. Vraiment, j'aime beaucoup, j'y vais moi-même pour mieux comprendre les choses. Il y a aussi Média Class, je crois. Je vous mettrai ça dans la description. Hein, voilà, si vous voulez plus d'infos. Voilà. Moi, vraiment, c'est vraiment sur la partie lecture des extraits, en fait. Donc, j'ai choisi 8 extraits dans le rouge et le noir. Alors, c'est pas facile. Hein. Alors, j'avoue, j'ai pris quasiment que des extraits sur les histoires d'amour. Parce qu'en fait, les histoires de pouvoir, de machin social et tout, ça m'intéresse vachement moins. Alors, comme je fais aussi ça pour me faire plaisir, j'ai pris ce qui me faisait plaisir. Voilà. J'ai essayé de prendre des extraits un peu larges. J'espère que vous aurez des choses au milieu. Si jamais il y a des extraits qui ne sont pas dans les miens et que vous étudiez en classe et que vous avez envie d'entendre lire, voilà, vous me le mettez en commentaire et puis j'essaierai de faire ça pour vous avec plaisir. Donc il fait un petit peu sombre aujourd'hui, il fait pas très très beau. Alors bon, j'espère que vous voyez, j'ai l'impression d'être Dracula là quand il recule comme ça dans la sombrité, comme qui dirait. Et c'est pas un vrai mot ça, hein, donc voilà, faut pas le dire. Donc je vais boire ma petite tisane pour me chauffer ma voix et puis après je suis à vous pour des extraits du roman Le Rouge et le Noir. A tout de suite. Mamie de grâce, ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre fleur. Alors voilà, donc moi j'ai cette édition là du Rouge et le Noir. Vous savez le truc spécial bac, là à la fin il y a un dossier, tout ça machin, c'est assez bien fait quand même, hein. C'est chouette. Donc voilà, et j'ai aussi ça là. C'est pas mal ça. Wow. Ça coûte 3,20 € les bacheliers si vous voulez faire l'acquisition de ça. Et le lire bien sûr. Faut pas faire l'acquisition pour dire voilà, je suis quelqu'un de bien. Franchement c'est bien quoi. Ça explique bien les choses et puis les thématiques, là, les problématiques, tout ça quoi. Tous les trucs antiques. Donc j'y vais, je commence, donc dans ce roman, déjà je vais commencer par lire le début. Hein, le début, donc ce roman se passe dans 2 endroits différents principalement, hein. Donc Verrières en Franche-Comté, une ville imaginée je crois, hein, c'est pas une vraie ville, et Paris, ça c'est une vraie ville par contre. Alors donc c'est parti, chapitre 1er, une petite ville. La petite ville de Verrières peut passer pour l'une des plus jolies de la Franche-Comté. Ces maisons blanches, avec leurs toits pointus de tuiles rouges, s'étendent sur la pente d'une colline dont les touffes de vigoureux châtaigniers marquent les moindres sinuosités. Le Doubs coule à quelques centaines de pieds au-dessous de ces fortifications, bâties jadis par les Espagnols et maintenant ruinées. Verrières est abritée du côté du nord par une haute montagne. C'est une des branches du Jura. Les cimes brisées du Véra se couvrent de neige dès les premiers froids d'octobre.
Un torrent qui se précipite de la montagne traverse Verrières avant de se jeter dans le Doubs et donne le mouvement à un grand nombre de scies à bois. C'est une industrie fort simple et qui procure un certain bien-être à la majeure partie des habitants, plus paysans que bourgeois. Ce ne sont pas cependant les scies à bois qui ont enrichi cette petite ville. C'est à la fabrique d'étoiles peintes, dite de Mulhouse, que l'on doit l'aisance générale qui, depuis la chute de Napoléon, a fait rebâtir les façades de presque toutes les maisons de Verrières. À peine entre-t-on dans la ville que l'on est étourdi par le fracas d'une machine bruyante et terrible en apparence. 20 marteaux pesants et retombant avec un bruit qui fait trembler le pavé sont élevés par une roue que l'eau du torrent fait mouvoir. Chacun de ces marteaux fabrique chaque jour je ne sais combien de milliers de clous. Ce sont de jeunes filles fraîches et jolies qui présentent au cou de ces marteaux énormes les petits morceaux de fer qui sont rapidement transformés en clous. Ce travail, si rude en apparence, est un de ceux qui étonnent le plus le voyageur qui pénètre pour la première fois dans les montagnes qui séparent la France de l'Helvétie. Si, en entrant à Verrières, le voyageur demande à qui appartient cette belle fabrique de clous qui assourdit les gens qui montent la Grand-Rue, on lui répond avec un accent traînard « Eh, elle est à monsieur le maire !» Voilà, donc cette fabrique de clous appartient à monsieur de Rênal, chez qui le jeune Julien Sorel va être engagé comme précepteur pour ses enfants. Voilà, donc Julien a 19 ans, il est beau, et bien sûr, Madame de Rênal, elle s'ennuie un peu avec son mari, hein, parce qu'il est un peu chiant, quoi. Il parle que des affaires et tout ça, quoi. Et bon, évidemment, on va voir maintenant la rencontre entre les deux. Alors c'est très célèbre, hein, cette rencontre. Donc je vous la lis, chapitre 6, l'ennui. Avec la vivacité et la grâce qui lui étaient naturelles quand elle était loin des regards des hommes, Madame de Rênal sortait par la porte-fenêtre du salon qui donnait sur le jardin, quand elle aperçut près de la porte d'entrée la figure d'un jeune paysan, presque encore enfant, extrêmement pâle et qui venait de pleurer. Il était en chemise bien blanche et avait sous le bras une veste fort propre en ratine violette. Le teint de ce petit paysan était si blanc, ses yeux si doux, que l'esprit un peu romanesque de Madame de Rênal eut d'abord l'idée que ce pouvait être une jeune fille déguisée qui venait demander quelque grâce à monsieur le maire. Elle eut pitié de cette pauvre créature arrêtée à la porte d'entrée et qui, évidemment, n'osait pas lever la main jusqu'à la sonnette. Madame de Rênal s'approcha, distraite un instant de l'amer chagrin que lui donnait l'arrivée du précepteur. Julien, tourné vers la porte, ne la voyait pas s'avancer. Il tressaillit quand une voix douce dit tout près de son oreille « Que voulez-vous ici, mon enfant ?» Julien se tourna vivement et, frappé du regard si rempli de grâce de Madame de Rênal, il oublia une partie de sa timidité. Bientôt, étonné de sa beauté, il oublia tout, même ce qu'il venait faire. Madame de Rênal avait répété sa question. « Je viens pour être précepteur, madame, lui dit-il enfin, tout honteux de ses larmes qu'il essuyait de son mieux. Madame de Rênal resta interdite. Ils étaient fort près l'un de l'autre à se regarder. Julien n'avait jamais vu un être aussi bien vêtu, et surtout une femme avec un teint si éblouissant lui parler d'un air doux. Madame de Rênal regardait les grosses larmes qui s'étaient arrêtées sur les joues si pâles d'abord et maintenant si roses de ce jeune paysan. Bientôt elle se mit à rire avec toute la gaieté folle d'une jeune fille. Elle se moquait d'elle-même et ne pouvait se figurer tout son bonheur. Quoi ? C'était là ce précepteur qu'elle s'était figuré comme un prêtre sale et mal vêtu qui viendrait gronder et fouetter ses enfants. « Quoi, monsieur ?» lui dit-elle enfin. « Vous savez le latin ?» Ce mot de « monsieur » étonna si fort Julien qu'il réfléchit un instant. « Oui, madame, » dit-il timidement. Madame de Rênal était si heureuse qu'elle osa dire à Julien « Vous ne gronderez pas trop ces pauvres enfants ?» « Moi, les gronder, dit Julien étonné, et pourquoi ?»«
N'est-ce pas, monsieur ?» ajouta-t-elle après un petit silence, et d'une voix dont chaque instant augmentait l'émotion. « Vous serez bon pour eux, vous me le promettez ?» S'entendre appeler de nouveau monsieur, bien sérieusement, par une dame si bien vêtue, était au-dessus de toutes les prévisions de Julien. Dans tous les châteaux en Espagne de sa jeunesse, il s'était dit qu'aucune dame comme il faut ne daignerait lui parler que quand il aurait un bel uniforme. Madame de Rênal, de son côté, était complètement trompée par la beauté du teint, les grands yeux noirs de Julien et ses jolis cheveux qui frisaient plus qu'à l'ordinaire, parce que pour se rafraîchir, il venait de plonger la tête dans le bassin de la fontaine publique. À sa grande joie, elle trouvait l'air timide d'une jeune fille à ce fatal précepteur, dont elle avait tant redouté pour ses enfants la dureté et l'air rébarbatif. Pour l'âme si paisible de madame de Rênal, le contraste de ses craintes et de ce qu'elle voyait fut un grand événement. Enfin, elle revint de sa surprise. Elle fut étonnée de se trouver ainsi à la porte de sa maison, avec ce jeune homme presque en chemise et si près de lui. « Entrons, monsieur », lui dit-elle d'un air assez embarrassé. Et oui, c'est comme ça que ça commence, voilà. Vous savez, Stendhal, c'est celui qui a écrit De l'amour, où il décrit la façon dont on tombe amoureux, à propos, je ne sais plus, d'une brindille qui tombe dans le sel, là, c'est très joli. Je vous conseille d'ailleurs, avec ça, de lire, de parcourir, enfin de lire des extraits au moins de l'amour. Je conseille à ma fille aussi. Bien. Donc, bien sûr, entre Julien et Madame de Rênal, voilà, il va y avoir un petit peu de ziz, hein. Bon. Et alors, ça va se concrétiser à un moment au chapitre 9. Au chapitre 9... Voilà, lors d'une soirée à la campagne, dont je vous lis un extrait. Ses regards le lendemain, quand il vit Madame de Rênal, étaient singuliers. Il l'observait comme un ennemi avec lequel il va falloir se battre. Ses regards, si différents de ceux de la veille, firent perdre la tête à Madame de Rênal. Elle avait été bonne pour lui, et il paraissait fâché. Elle ne pouvait détacher ses regards des siens. La présence de Madame Derville permettait à Julien de moins parler et de s'occuper davantage de ce qu'il avait dans la tête. Son unique affaire, toute cette journée, fut de se fortifier par la lecture du livre inspiré qui retrempait son âme. Il abrégea beaucoup les leçons des enfants, et ensuite, quand la présence de Madame de Rênal vint le rappeler tout à fait aux soins de sa gloire, il décida qu'il fallait absolument qu'elle permît ce soir-là que sa main restât dans la sienne. Le soleil, en baissant et rapprochant le moment décisif, fit battre le cœur de Julien d'une façon singulière. La nuit vint. Il observa avec une joie qui lui donna un poids immense de dessus la poitrine qu'elle serait fort obscure. Le ciel, chargé de gros nuages, promené par un vent très chaud, semblait annoncer une tempête. Les deux amies se promenèrent fort tard. Tout ce qu'elle faisait ce soir-là semblait singulier à Julien. Elle jouissait de ce temps qui, pour certaines âmes délicates, semble augmenter le plaisir d'aimer. On s'assit enfin, Madame de Rênal à côté de Julien et Madame Derville près de son ami. Préoccupé de ce qu'il allait tenter, Julien ne trouvait rien à dire. La conversation languissait. « Serais-je aussi tremblant et malheureux au premier duel qui me viendra ?» se dit Julien, car il avait trop de méfiance et de lui et des autres pour ne pas voir l'état de son âme. Dans sa mortelle angoisse, tous les dangers lui semblaient préférables. Que de fois ne désira-t-il pas voir survenir à Madame de Rênal quelque affaire qui l'obligeât de rentrer à la maison et de quitter le jardin? La violence que Julien était obligé de se faire était trop forte pour que sa voix ne fût pas profondément altérée. Bientôt, la voix de Madame de Rênal devint tremblante aussi, mais Julien ne s'en aperçut point. L'affreux combat que le devoir livrait à la timidité était trop pénible pour qu'il fût en état de rien observer hors lui-même. 9h15 venait de sonner à l'horloge du château, sans qu'il eût encore rien osé. Julien, indigné de sa lâcheté, se dit
Au moment précis où 10 heures sonneront, j'exécuterai ce que, pendant toute la journée, je me suis promis de faire ce soir, où je monterai chez moi me brûler la cervelle. » Après un dernier moment d'attente et d'anxiété, pendant lequel l'excès de l'émotion mettait Julien comme hors de lui, 10 heures sonnèrent à l'horloge qui était au-dessus de sa tête. Chaque coup de cloche fatale retentissait dans sa poitrine et y causait comme un mouvement physique. Enfin, comme le dernier coup de 10 heures retentissait encore, il étendit la main et prit celle de madame de Rênal, qui la retira aussitôt. Julien, sans trop savoir ce qu'il faisait, la saisit de nouveau. Quoique bien ému lui-même, il fut frappé de la froideur glaciale de la main qu'il prenait. Il la serrait avec une force convulsive. On fit un dernier effort pour la lui ôter, mais enfin cette main lui resta. Oh, oui, on a tous connu ça, hein. Les moments là où il faut avoir le courage de dire à l'autre que voilà quoi. Bon bah alors bien sûr, comme vous vous en doutez, ils vont pas se donner que la main en fait, hein. Ils vont devenir amants, Madame de Rênal et puis Julien, hein. Sauf que voilà, on est à la campagne. Alors qu'est-ce qui se passe à la campagne? Ben, tout se sait, il y a des rumeurs. Bien sûr, hein, je saute des grands passages là, hein, parce que voilà, hein. Donc il y a des rumeurs et donc voilà, ça risque d'arriver aux oreilles du mari. Donc quelqu'un de l'entourage de Julien, je ne sais plus si c'est un abbé, un truc comme ça, lui dit bon, allez hop, au séminaire, c'est bon, c'est fait ici quoi. Et donc il doit partir au séminaire et il va faire ses adieux à Madame de Rênal. Seulement c'est un peu zarbi comme adieu quoi. C'est pas, ça se passe pas top bien, elle est pas très bien elle en fait. Hein. Pendant cette courte absence de 3 jours, Madame de Rênal fut trompée par l'une des plus cruelles déceptions de l'amour. Sa vie était passable. Il y avait entre elle et l'extrême malheur cette dernière entrevue qu'elle devait avoir avec Julien. Elle comptait les heures, les minutes qui l'en séparaient. Enfin, pendant la nuit du 3e jour, elle entendit de loin le signal convenu. Après avoir traversé 1000 dangers, Julien parut devant elle. De ce moment, elle n'eut plus qu'une pensée. C'est pour la dernière fois que je le vois. Loin de répondre aux empressements de son amie, elle fut comme un cadavre à peine animé. Si elle se forçait à lui dire qu'elle l'aimait, c'était d'un air gauche qui prouvait presque le contraire. Rien ne put la distraire de l'idée cruelle de séparation éternelle. Le méfiant Julien crut un instant être déjà oublié. Ces mots piqués dans ce sens ne furent accueillis que par de grosses larmes coulant en silence et des serrements de main presque convulsifs. « Mais grand Dieu, comment voulez-vous que je vous croie ?» répondit Julien aux froides protestations de son ami. « Vous montreriez 100 fois plus d'amitié sincère à Madame Derville, à une simple connaissance. » Madame de Rênal, pétrifiée, ne savait que répondre. « Il est impossible d'être plus malheureuse. J'espère que je vais mourir. Je sens mon cœur se glacer. » Telles furent les réponses les plus longues qu'il put en obtenir. Quand l'approche du jour vint rendre le départ nécessaire, les larmes de Madame de Rênal cessèrent tout à fait. Elle le vit attacher une corde nouée à la fenêtre sans mot dire, sans lui rendre ses baisers. En vain, Julien lui disait « Nous voici arrivés à l'état que vous avez tant souhaité. Désormais, vous vivrez sans remords. À la moindre indisposition de vos enfants, vous ne les verrez plus dans la tombe. Je suis fâchée que vous ne puissiez pas embrasser Stanislas, lui dit-elle froidement. Julien finit par être profondément frappé des embrassements sans chaleur de ce cadavre vivant. Il ne put penser à autre chose pendant plusieurs lieues. Son âme était navrée, et avant de passer la montagne, avant qu'il pût voir le clocher de l'église de Verrières, souvent il se retourna. Mais ouais, c'est pas fastoche, hein, l'amour. Hein. Des fois, ça sort pas bien comme on voudrait. Hein. On fait bien ce qu'on peut. Hein. Voilà. Bon. Alors donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, il va au séminaire, tout ça, machin. Et alors, pendant qu'il est au séminaire, on lui trouve une place de secrétaire chez le marquis de la Mole à Paris. Voilà.
Donc, il est employé chez le marquis de La Mole, et donc là il y a sa fille Mathilde de La Mole. Et donc, ça va être son deuxième amour en fait, hein, mais ça part pas très bien en fait, ils s'indiffèrent un peu l'un l'autre. Voilà. Et là, on va lire le moment où finalement, elle commence à lui trouver un petit peu d'intérêt. Il manque de légèreté, mais non pas d'esprit, dit mademoiselle de La Mole à son père, en plaisantant avec lui sur la croix qu'il avait donnée à Julien. Mon frère vous l'a demandé pendant 18 mois, et c'est un La Mole. Oui, mais Julien a de l'imprévu. C'est ce qui n'est jamais arrivé au La Mole dont vous me parlez. On annonça monsieur le duc de Retz. Mathilde se sentit saisie d'un bâillement irrésistible. Elle reconnaissait les antiques dorures et les anciens habitués du salon paternel. Elle se faisait une image parfaitement ennuyeuse de la vie qu'elle allait reprendre à Paris. Et cependant, ailleurs, elle regrettait Paris. Et pourtant, j'ai 19 ans, pensait-elle. C'est l'âge du bonheur, disent tous ces nigauds à tranches dorées. Elle regardait 8 ou 10 volumes de poésie nouvelle, accumulés pendant le voyage de Provence sur la console du salon. Elle avait le malheur d'avoir plus d'esprit que messieurs de Crozenois, de Caylus, de Luz et ses autres amis. Elle se figurait tout ce qu'ils allaient lui dire sur le beau ciel de Provence, la poésie, le midi, etc., etc. Ses yeux si beaux, où respirait l'ennui le plus profond, et pis encore, le désespoir de trouver le plaisir, s'arrêtèrent sur Julien. Du moins, il n'était pas exactement comme un autre. « Monsieur Sorel, dit-elle avec cette voix vive, brève, et qui n'a rien de féminin, qu'employaient les jeunes femmes de la haute classe. « Monsieur Sorel, venez-vous ce soir au bal de monsieur de Retz ?»« Mademoiselle, je n'ai pas eu l'honneur d'être présentée à monsieur le duc. » On eût dit que ces mots et ce titre écorchaient la bouche du provincial orgueilleux. « Il a chargé mon frère de vous emmener chez lui. Et si vous y étiez venu, vous m'auriez donné des détails sur la terre de Villequier. Il est question d'y aller au printemps. Je voudrais savoir si le château est logeable et si les environs sont aussi jolis qu'on le dit. Il y a tant de réputations usurpées. » Julien ne répondait pas. « Venez au bal avec mon frère, » ajouta-t-elle d'un ton fort sec. Julien salua avec respect. « Ainsi, même au milieu du bal, je dois des comptes à tous les membres de la famille. Ne suis-je pas payé comme homme d'affaires ?» Sa mauvaise humeur ajouta. « Dieu sait encore si ce que je dirai à la fille ne contrariera pas les projets du père, du frère, de la mère. C'est une véritable cour de princes souverains. Il faudrait y être d'une nullité parfaite et cependant ne donner à personne le droit de se plaindre. Oh, que cette grande fille me déplaît, pensa-t-il, en regardant marcher mademoiselle de La Mole, que sa mère avait appelée pour la présenter à plusieurs femmes de ses amies. Elle outre toutes les modes, sa robe lui tombe des épaules, elle était encore plus pâle qu'avant son voyage. Quels cheveux sans couleur à force d'être blonds. On dirait que le jour passe à travers. Que de hauteur dans cette façon de saluer, dans ce regard. Quel geste de reine. Bon, voilà. Donc, ils s'apprécient pas des masses, quoi. Cependant, ils vont devenir amants, en fait. Et alors là, ces relations tumultueuses, je prends un peu de genre passionnelles. Donc Mathilde va finir par tomber enceinte. Alors la famille de La Mole, là, ils sont pas trop contents, mais bon, on fait Julien lieutenant, on lui donne une particule et tout. Alors lui, il est super content, il attendait que ça, quoi, pouvoir monter dans la société. Et donc seulement, au moment où il va se marier avec elle, Madame de Rênal, qu'on suppose d'une jalousie et d'une douleur sans nom, va écrire une petite lettre où elle ne va pas dire que du bien de Julien. Donc là, on s'en va, page 538, pour voir la lettre de Madame de Rênal et ce qui va s'en suivre. C'est parti. Lettre.
Ce que je dois à la cause sacrée de la religion et de la morale m'oblige, monsieur, à la démarche pénible que je viens accomplir auprès de vous. Une règle qui ne peut faillir m'ordonne de nuire en ce moment à mon prochain, mais afin d'éviter un plus grand scandale. La douleur que j'éprouve doit être surmontée par le sentiment du devoir. Il n'est que trop vrai, monsieur, la conduite de la personne au sujet de laquelle vous me demandez toute la vérité a pu sembler inexplicable ou même honnête. On a pu croire convenable de cacher ou de déguiser une partie de la réalité. La prudence le voulait aussi bien que la religion. Mais cette conduite, que vous désirez connaître, a été dans le fait extrêmement condamnable, et plus que je ne puis le dire. Pauvre et avide, c'est à l'aide de l'hypocrisie la plus consommée et par la séduction d'une femme faible et malheureuse que cet homme a cherché à se faire un état et à devenir quelque chose. C'est une partie de mon pénible devoir d'ajouter que je suis obligée de croire que M. J n'a aucun principe de religion. En conscience, je suis contrainte de penser qu'un de ses moyens pour réussir dans une maison est de chercher à séduire la femme qui a le principal crédit. Couvert par une apparence de désintéressement et par des phrases de roman, son grand et unique objet est de parvenir à disposer du maître de la maison et de sa fortune. Il laisse après lui le malheur et des regrets éternels, etc., etc., etc. Cette lettre extrêmement longue et à demi effacée par les larmes était bien de la main de madame de Rênal. Elle était même écrite avec plus de soin qu'à l'ordinaire. « Je ne puis blâmer monsieur de la Mole, dit Julien après l'avoir fini. Il est juste et prudent. Quel père voudrait donner sa fille chérie à un tel homme? Adieu. » Julien sauta à bas du fiacre et courut à sa chaise de poste arrêtée au bout de la rue. Mathilde, qu'il semblait avoir oublié, fit quelques pas pour le suivre. Mais les regards des marchands qui s'avançaient sur la porte de leur boutique et desquels elle était connue, la forcèrent à rentrer précipitamment au jardin. Julien était parti pour Verrières. Dans cette route rapide, il ne put écrire à Mathilde comme il en avait le projet. Sa main ne formait sur le papier que des traits illisibles. Il arriva à Verrières un dimanche matin. Il entra chez l'armurier du pays, qui l'accabla de compliments sur sa récente fortune. C'était la nouvelle du pays. Julien eut beaucoup de peine à lui faire comprendre qu'il voulait une paire de pistolets. L'armurier, sur sa demande, chargea les pistolets. Les 3 coups sonnaient. C'est un signal bien connu dans les villages de France, et qui, après les diverses sonneries de la matinée, annonce le commencement immédiat de la messe. Julien entra dans l'église neuve de Verrières. Toutes les fenêtres hautes de l'édifice étaient voilées avec des rideaux cramoisis. Julien se trouva à quelques pas derrière le banc de madame de Rênal. Il lui sembla qu'elle priait avec ferveur. La vue de cette femme, qui l'avait tant aimé, fit trembler le bras de Julien d'une telle façon qu'il ne put d'abord exécuter son dessein. « Je ne le puis, se disait-il à lui-même. Physiquement, je ne le puis. » En ce moment, le jeune clerc qui servait la messe sonna pour l'élévation. Madame de Rênal baissa la tête, qui, un instant, se trouva presque entièrement cachée par les plis de son châle. Julien ne la reconnaissait plus aussi bien. Il tira sur elle un coup de pistolet et la manqua. Il tira un second coup, elle tomba. Donc là, ça a été un peu rapide. Il a appris la nouvelle, il y va, hop. Alors bon, elle n'est pas tuée, madame de Rênal, hein. Ouf. Bon, ça va arriver qu'elle sera morte, mais là, il ne la tue pas. Il la blesse. Mais bon, il est arrêté, il est foutu au cachot et tout, et puis il va y avoir procès. Alors, procès. Voilà le dernier de mes jours qui commence, pensa Julien. Bientôt il se sentit enflammé par l'idée du devoir. Il avait dominé jusque-là son attendrissement et gardé sa résolution de ne point parler. Mais quand le président des Assises lui demanda s'il avait quelque chose à ajouter, il se leva. Il voyait devant lui les yeux de madame Derville qui, aux lumières, lui semblèrent bien brillants. Pleurerait-elle par hasard, pensa-t-il. Messieurs les jurés, l'horreur du mépris que je croyais pouvoir braver au moment de la mort
me fait prendre la parole. Messieurs, je n'ai point l'honneur d'appartenir à votre classe. Vous voyez en moi un paysan qui s'est révolté contre la bassesse de sa fortune. Je ne vous demande aucune grâce, continua Julien en affermissant sa voix. Je ne me fais point illusion, la mort m'attend, elle sera juste. J'ai pu attenter au jour de la femme la plus digne de tous les respects, de tous les hommages. Madame de Rênal avait été pour moi comme une mère. Mon crime est atroce, et il fut prémédité. J'ai donc mérité la mort, messieurs les jurés. Mais quand je serai moins coupable, je vois des hommes qui, sans s'arrêter à ce que ma jeunesse peut mériter de pitié, voudront punir en moi et décourager à jamais cette classe de jeunes gens qui, nés dans une classe inférieure et en quelque sorte opprimés par la pauvreté, ont le bonheur de se procurer une bonne éducation et l'audace de se mêler à ce que l'orgueil des gens riches appelle la société. Voilà mon crime, messieurs, et il sera puni avec d'autant plus de sévérité que, dans le fait, je ne suis point jugé par mes pairs. Je ne vois point sur les bancs des jurés quelques paysans enrichis, mais uniquement des bourgeois indignés. Pendant 20 minutes, Julien parla sur ce ton. Il dit tout ce qu'il avait sur le cœur. L'avocat général, qui aspirait aux faveurs de l'aristocratie, bondissait sur son siège. Mais malgré le tour un peu abstrait que Julien avait donné à la discussion, toutes les femmes fondaient en larmes. Madame Derville elle-même avait son mouchoir sur les yeux. Avant de finir, Julien revint à la préméditation, à son repentir, au respect, à l'adoration filiale et sans borne que, dans les temps plus heureux, il avait pour Madame de Rênal. Madame Derville jeta un cri et s'évanouit. Donc, bien sûr, on va essayer de le faire acquitter, hein, ses amis, Mathilde, tout ça, Madame de Rênal, tout ce beau monde, ça va essayer de le faire acquitter, mais non, hein. Non, hein, on va le... Hein, ah oui, il va y passer. Julien. Donc là, on va à la fin du roman. Je vous lis la fin du roman. C'est parti. Le mauvais air du cachot devenait insupportable à Julien. Par bonheur, le jour où on lui annonça qu'il fallait mourir, un beau soleil réjouissait la nature, et Julien était en veine de courage. Marcher au grand air fut pour lui une sensation délicieuse, comme la promenade à terre pour le navigateur qui longtemps a été à la mer. « Allons, tout va bien, se dit-il, je ne manque point de courage. » Jamais cette tête n'avait été aussi poétique qu'au moment où elle allait tomber. Les plus doux moments qu'il avait trouvés jadis dans les bois de Vergy revenaient en foule à sa pensée et avec une extrême énergie. Tout se passa simplement, convenablement, et de sa part, sans aucune affectation. L'avant-veille, il avait dit à Fouqué : « Pour de l'émotion, je ne puis en répondre. Ce cachot si laid, si humide me donne des moments de fièvre où je ne me reconnais pas. Mais de la peur, non. On ne me verra point pâlir. » Il avait pris ses arrangements d'avance pour que le matin du dernier jour, Fouqué enlevât Mathilde et Madame de Rênal. « Emmène-les dans la même voiture, lui avait-il dit. Arrange-toi pour que les chevaux de poste ne quittent pas le galop. Elles tomberont dans les bras l'une de l'autre ou se témoigneront une haine mortelle. Dans les deux cas, les pauvres femmes seront un peu distraites de leur affreuse douleur. » Julien avait exigé de Madame de Rênal le serment qu'elle vivrait pour donner des soins au fils de Mathilde. « Qui sait, peut-être avons-nous encore des sensations après notre mort, disait-il un jour à Fouqué. J'aimerais assez à reposer, puisque reposer est le mot, dans cette petite grotte de la grande montagne qui domine Verrières. Plusieurs fois je te l'ai compté, retiré la nuit dans cette grotte, et ma vue plongeant au loin sur les plus riches provinces de France, l'ambition enflammait mon cœur. Alors c'était ma passion. Enfin cette grotte m'est chère, et l'on ne peut disconvenir qu'elle ne soit située d'une façon à faire envie à l'âme d'un philosophe. Eh bien, ces bons congrégationnistes de Besançon font argent de tout. Si tu sais t'y prendre, ils te vendront ma dépouille mortelle. Fouqué réussit dans cette triste négociation. Il passait la nuit seul dans sa chambre auprès du corps de son ami, lorsqu'à sa grande surprise, il vit entrer Mathilde. Peu d'heures auparavant, il l'avait laissée à 10 lieues de Besançon.
Elle avait le regard et les yeux égarés. « Je veux le voir, lui dit-elle. » Fouqué n'eut pas le courage de parler, ni de se lever. Il lui montra du doigt un grand manteau bleu sur le plancher. Là était enveloppé ce qui restait de Julien. Elle se jeta à genoux. Le souvenir de Boniface de la Mole et de Marguerite de Navarre lui donna sans doute un courage surhumain. Ses mains tremblantes ouvrirent le manteau. Fouqué détourna les yeux. Il entendit Mathilde marcher avec précipitation dans la chambre. Elle allumait plusieurs bougies. Lorsque Fouqué eut la force de la regarder, elle avait placé sur une petite table de marbre devant elle la tête de Julien et la baisait au front. Mathilde suivit son amant jusqu'au tombeau qu'il s'était choisi. Un grand nombre de prêtres escortaient la bière, et à l'insu de tous, seule dans sa voiture drapée, elle porta sur ses genoux la tête de l'homme qu'elle avait tant aimé. Arrivée ainsi vers le point le plus élevé d'une des hautes montagnes du Jura, au milieu de la nuit, dans cette petite grotte magnifiquement illuminée d'un nombre infini de cierges, 20 prêtres célébrèrent le service des morts. Tous les habitants des petits villages de montagne traversés par le convoi l'avaient suivi, attirés par la singularité de cette étrange cérémonie. Mathilde parut au milieu d'eux en longs vêtements de deuil et, à la fin du service, leur fit jeter plusieurs milliers de pièces de 5 francs. Restée seule avec Fouqué, elle voulut ensevelir de ses propres mains la tête de son amant. Fouqué faillit en devenir fou de douleur. Par les soins de Mathilde, cette grotte sauvage fut ornée de marbre sculpté à grands frais en Italie. Madame de Rênal fut fidèle à sa promesse. Elle ne chercha en aucune manière à attenter à sa vie. Mais 3 jours après Julien, elle mourut en embrassant ses enfants. Eh bien, voilà. Bon, maintenant, il ne vous reste plus qu'à lire ce qu'il y a entre les extraits. Et puis voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, j'aime beaucoup. Enfin bon, évidemment qu'on aime beaucoup, c'est Stendhal. On serait bien malin de dire non, j'aime pas trop, mais... Enfin, quoi que c'est possible, mais bon. Bon voilà, donc c'était Le Rouge et le Noir. À bientôt pour d'autres lectures. J'ai pensé peut-être aux Contemplations de Victor Hugo. Si vous avez pareil des suggestions, des poèmes que vous étudiez, que vous aimeriez entendre lire pour vous aider lors de cette épreuve du bac, je suis là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!